Bienvenue dans Parlons Performance, le podcast qui vous emmène explorer les territoires du marketing digital performant. Vos guides, les experts Affinity, qui arpentent ces territoires avec passion depuis 25 ans pour créer des campagnes d'acquisition et de fidélisation bien évidemment performantes. N'hésitant jamais à y aller par 4 chemins, l'affiliation, l'influence, les ads et la lead gen. Avec eux, vous partez à la rencontre des annonceurs, des éditeurs, des plateformes, des créateurs. Ils partagent leurs expériences, révèlent leurs innovations, décryptent leurs stratégies et peut-être les échecs qui les ont rendus plus performants. Vous êtes un expert du marketing digital ou un curieux, ce podcast est manifestement taillé pour vos oreilles. Alors ouvrez-les bien et parlons performance. Bonjour, dans cet épisode de Parlons Performance, nous abordons un sujet éminemment important pour les marques, la part de voix. Bon, c'est un sujet important certes, mais c'est aussi un sujet très vaste. Donc nous allons le traiter sous un angle particulier, à savoir comment augmenter votre part de voix dans les pages de résultats des moteurs de recherche, Google, Bing, et nous aborderons également les résultats générés par l'IA, on en parle beaucoup en ce moment. Bien sûr, quand on évoque les moteurs de recherche, on pense tout de suite SEO, mais la réalité est plus complexe que ça et nous verrons que le SEO n'est qu'une composante du mix marketing nécessaire pour avoir une belle part de voix sur les moteurs de recherche. Alors pour tout vous dire, nous n'avons pas tiré ce sujet de notre chapeau, mais d'un livre blanc qui vient de sortir et qui est co-rédigé par Foxglove et Affinity. Le sujet vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse parce qu'augmenter votre part de voix sur les moteurs de recherche a un vrai impact sur votre performance et in fine, votre chiffre d'affaires. Et si ce podcast vous met l'eau à la bouche et que vous voulez vraiment tout savoir sur la part de voix dans les moteurs de recherche, le livre blanc peut être téléchargé sur le site d'Affinity ou de Foxglove, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors pour traiter ce sujet, nous recevons les deux instigateurs de ce livre blanc qui vont avoir la gentillesse de se présenter eux-mêmes. Bonjour, Sébastien Barry, un des cofondateurs de l'agence Foxglove, une agence spécialisée en SEO avec des profils d'experts seniors. Bonjour, Christophe Bosquet, fondateur d'Affinity, une agence d'acquisition digitale. On accompagne nos clients sur les différents leviers payants, le SIA, le social ads, l'affiliation et l'influence. Alors maintenant que nous savons à qui nous avons affaire, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la genèse de cette réflexion sur la part de voix dans les résultats de recherche Christophe ? On s'est rencontré avec Foxglove il y a un peu plus de 2 ans maintenant, dans le cadre d'une discussion avec un client commun qui s'appelle Alltrix, qui nous avait demandé d'étudier la possibilité de faire collaborer les leviers ensemble, donc les leviers SEO qui étaient gérés par Foxglove et le levier SIA, Social Ads et Affiliation qui était géré par Affinity, et de voir comment on pouvait mettre en place une stratégie commune. Dans le cadre de cette rencontre et de ce début de collaboration, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet des stratégies SEO qui étaient mises en place chez des annonceurs qui n'étaient pas forcément les mêmes que l'on pouvait avoir dans les autres leviers. Donc déjà qui pouvaient créer un peu des dysfonctionnements dans le fonctionnement justement de l'évolution du SEO et des fonctionnements de l'évolution des différents leviers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même dans cette stratégie une logique de territoire de légitimité à travailler. Quand une marque travaille ses territoires en SEO, va justement travailler différemment, et c'est surtout un des gros axes de l'accompagnement de Foxglove, différemment les différents territoires selon la légitimité qu'elle peut avoir. Et sur l'affiliation en particulier, et même sur le SIA, on n'avait pas forcément les mêmes discours et les mêmes axes de la part de la marque, et donc on s'est aligné sur comment mettre en place une méthodologie pour augmenter sa part de voix selon les territoires de légitimité sur les moteurs de recherche. D'accord, donc je comprends que cette réflexion est née d'un besoin d'harmoniser les efforts marketing d'un client, en l'occurrence Alltrix. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Alltrix, c'est un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits autour du vélo, de la course à pied, de l'outdoor. Et si j'en crois le livre blanc que j'ai entre les mains, très vite la notion de parcours client est apparue centrale dans votre réflexion. Sébastien, que peux-tu nous dire sur cet aspect? Ce qui est intéressant, c'est que on a voulu, d'un point de vue marketing, simplifier le parcours d'achat, et on a tendance à le représenter comme un entonnoir, un tunnel de vente assez classique. Cette simplification, en fait, on s'aperçoit qu'elle est assez éloignée de la réalité, voire très très différente. On a plusieurs études qui montrent que le parcours d'achat est tout sauf ordonné, qu'il est au contraire extrêmement complexe, extrêmement diversifié. Et Google a sorti des études qui montrent que
Il y a une étude en particulier sur l'achat de brosses à dents électriques qui explique que dans le cadre de l'acte d'achat, le nombre d'interactions avant la prise de décision est de plus de 100 prises d'informations avant de se décider de passer à l'acte d'achat. Ça veut dire que d'un point de vue SEO, on doit travailler toutes ces occasions d'être en contact avec le client et pas du tout les voir comme une succession d'étapes organisées comme le marketing le montre, mais vraiment comme quelque chose de très déstructuré, très individualisé et ce que Google appelle en fait le messy middle, c'est vraiment ce parcours d'achat qui est très singulier. Et dans leurs analyses, Google a réussi à modéliser, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, un parcours d'achat en une sorte de boucle infinie qui va enchaîner en fait différentes phases jusqu'à ce que la décision d'achat soit prise. On va avoir un déclencheur, un moment qui va conduire la personne à aller chercher de l'information. Donc une phase d'exploration qui va pouvoir être variée, différents supports, différentes formes, de la vidéo, du texte, différents sites sur son téléphone, sur un ordinateur, etc. etc. Cette phase d'exploration va ensuite être confrontée à une phase de comparaison. On va venir regarder un petit peu qu'est-ce qui peut répondre à notre offre et on va enchaîner en fait ces boucles-là jusqu'à ce qu'il y ait une phase de prise de décision. Et vraiment, on a maintenant la possibilité non pas d'avoir un modèle très organisé, mais un modèle qui est plutôt infini, dans lequel on va pouvoir venir travailler d'un point de vue marketing, d'un point de vue SEO, d'un point de vue search en général, pour venir optimiser la présence des marques. Donc ce que tu veux dire, Sébastien, c'est que la fameuse pyramide inversée dont on parle depuis de nombreuses années maintenant, avec les grandes phases qui sont bien organisées, on a un peu l'impression qu'on peut prendre le contrôle du parcours du consommateur et un peu de la pensée du consommateur. Les dernières études de Google montrent qu'en réalité, c'est un rêve qui n'existe pas et c'est pas du tout comme ça que se passe le parcours d'achat aujourd'hui sur Internet. C'est exactement ça. Et donc l'enjeu pour une marque, ça va être d'être présent en fait dans cette boucle et d'être présent au maximum, à la limite peu importe où, mais de maximiser sa visibilité dans ce processus qui peut être quasi infini. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher à développer à travers le SEO et à travers tous les éléments d'exposition qu'on va avoir. On a dans cette boucle infinie une volonté des marques, comme on l'a dit, d'être présente, de maximiser les points de contact. Et l'objectif de la marque, c'est pas d'être présente pour être présente, c'est de venir influencer dans cette boucle infinie la sortie vers l'acte d'achat. Et donc on peut s'appuyer quand on est une marque sur 6 biais qui vont permettre d'influencer le parcours de l'acheteur dans cette boucle infinie. Et donc ces 6 biais sont extrêmement importants parce qu'ils vont permettre de déclencher une opportunité de passer vers l'acte d'achat. Ils vont influencer ces éléments-là. Et donc la présence de la marque, elle n'est pas juste informative ou neutre, elle est dans l'influence pour aller chercher de la conversion et donc un acte d'achat. Alors Sébastien, tu évoques les 6 principaux biais cognitifs établis par Google qui influencent les consommateurs dans cette boucle infinie, boucle qui est en fait une matérialisation du messy middle, le milieu désordonné, dont on a parlé. Je vais quand même rappeler ces 6 biais pour nos auditeurs. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle les heuristiques de catégorie, c'est-à-dire, les raccourcis qui nous aident à prendre des décisions. Par exemple, pour choisir un ordinateur portable, on va se concentrer sur, la vitesse du processeur ou la taille de l'écran et pas sur toutes les caractéristiques du produit. 2e biais, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité, qui représente la tendance que nous avons à nous référer à des opinions de personnes que nous considérons comme une autorité. Ça peut être, des médias, des influenceurs, nos amis, des experts. Le 3e biais, c'est la preuve sociale. C'est ce qui nous incite, en tant que consommateurs à tenir compte des avis ou des témoignages sur un produit avant d'acheter. Le 4e biais, c'est le pouvoir du moment. Nous avons, tendance à vouloir les choses, maintenant plutôt que demain. Peut-être d'où le succès des livraisons rapides. 5e biais, c'est le biais de rareté, qui repose sur le principe que ce qui est rare ou limité, est plus désirable. Donc, c'est un biais aussi, assez important. Et enfin le dernier, le 6e biais, le pouvoir de la gratuité. Nous sommes en effet sensibles, là encore en tant que consommateurs, à ce qui est offert, par exemple, les frais de livraison, pardon. Encore une fois,
Alors une fois que l'on sait que ces biais influencent les consommateurs dans leur phase d'exploration et d'évaluation au sein de la boucle infinie, une question se pose, mais en fait, comment on entre dans cette boucle infinie? Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? L'une des portes d'entrée aujourd'hui sur Internet, ça reste quand même les moteurs de recherche, et en particulier Google, qui reste encore aujourd'hui une grosse porte d'entrée pour rentrer dans cette boucle et qui permet de faire naviguer l'internaute sur les différents biais cognitifs qu'il peut avoir. Et Google a sorti une étude qui montre également, donc en plus de cette logique de boucle un peu infinie, c'est logique de comment on rentre, comment les internautes font des recherches, et ils ont sorti 7 principaux modificateurs de recherche qui sont faits aujourd'hui par les consommateurs avant un acte d'achat. Donc dans le livre blanc, on présente en détail les 7 modificateurs de recherche, mais on va avoir des modificateurs de recherche qui sont autour de bons plans, les meilleurs moyens. Donc on a pris un exemple avec le vélo gravel, le meilleur vélo gravel, des idées. Et également autour du prix avec des codes de réduction, des différences entre des produits ou entre des services. Et donc ces 7 modificateurs de recherche vont permettre d'identifier un peu les internautes qui sont en recherche d'un produit ou d'un service qui correspond à un univers. Donc un des moyens importants pour rentrer dans cette boucle infinie, va être de passer par les moteurs de recherche et de passer par les modificateurs de recherche pour pouvoir apparaître dans les résultats. Donc l'un des gros points, l'un des gros axes d'augmentation de la part de voix sur les moteurs de recherche, c'est comment vous êtes présent sur les 7 modificateurs de recherche des produits, des territoires que vous considérez comme étant importants pour vous, donc les fameux territoires de légitimité. Donc c'est de faire une analyse, de se dire, mes 7 modificateurs de recherche de Google, quand je les applique à des univers produits qui sont pour moi en tant que marque importants et stratégiques, comment j'apparais dans les résultats. Pour compléter ce que dit Christophe, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire le lien entre cette porte d'entrée qui est Google, euh, la recherche, la requête qu'on va formuler, et l'intention qui est derrière. Et effectivement, ces 7 déclencheurs vont marquer un changement d'intention. Et donc, c'est des éléments sur lesquels il est très important pour la marque d'être présent parce que c'est des sortes de pivots sur lesquels on va pouvoir ramener l'internaute, l'acheteur à soi, et donc maximiser sa présence sur ces points clés du parcours est un élément qui va être structurant pour développer la marque, sa présence et ses résultats. Et là où c'est intéressant, c'est que les résultats sur Google vont être totalement différents en fonction des modificateurs de recherche. Si on en donne une idée, donc une recherche d'idées, les résultats, tous les tests qu'on a pu faire, par exemple Pinterest, les comptes Pinterest apparaissent beaucoup dans les résultats dès qu'on est autour de recherche d'idées. Quand on est de recherche autour de le meilleur, des vidéos YouTube, donc des YouTubeurs, des vidéos faites par des guides d'achat sur YouTube apparaissent dans les résultats. Quand on est sur une recherche de code de réduction, assez logiquement, il y a des sites de code de réduction qui apparaissent. Quand on est sur les logiques de bons plans, alors ce n'est pas forcément des codes de réduction, ça peut être aussi des guides d'achat qui vont apparaître. Donc en fait, on va vraiment être sur des types de résultats totalement différents, même si on est sur un même produit. Donc l'exemple qu'on a mis dans le livre blanc, c'est autour du vélo gravel. Appliquer les modificateurs de recherche au vélo gravel, on va avoir des résultats, des sites qui vont apparaître qui sont totalement différents. Et là où c'est important, c'est de se dire dans les résultats de Google, aujourd'hui ils sont compartimentés un peu en 4 zones. Il y a Google Shopping, donc la zone du haut, donc c'est de se dire qu'il y a votre part de voix dans Google Shopping. Donc il y a des réponses, comment l'augmenter et pas vous directement, enfin pas vous uniquement directement. Les emplacements SIA, les emplacements SEO directs et les emplacements, ce qu'on a appelé SEO indirect, c'est comment des partenaires vont vous représenter dans les résultats. Donc c'est du trafic qui va renvoyer vers des sites, je parlais de Pinterest, de YouTube, de guides d'achat, mais vous allez être présent sur le contenu de ces sites. Donc vous allez être... La bataille va être de se dire comment je suis présent, ma part de voix sur Google Shopping, quelle est ma part de voix en SIA,
Est-ce que je suis bien présent en SEO direct? Et est-ce que j'ai des partenaires qui me permettent de couvrir les autres résultats naturels de Google, mais il faut que je sois présent sur ces sites-là. Si vous n'êtes pas présent, potentiellement c'est des portes d'entrée pour vos concurrents, c'est des emplacements libres pour vos concurrents, et potentiellement c'est des concurrents qui vont être présents indirectement. Donc pour chaque modificateur de recherche, c'est des résultats et des types de résultats, c'est pas juste les sites qui sont différents, c'est les types de sites qui sont différents. Donc il va falloir couvrir l'ensemble pour être sûr que vous allez être bien présent et que vous allez augmenter votre part de voix. Et c'est là où les synergies et le travail est intéressant entre ces différents canaux, ces différents partenaires. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher à pousser au travers de ces territoires de légitimité et au travers de ces parts de voix. De ne pas se concentrer sur un seul élément, mais vraiment de jouer la globalité en étant tout à fait conscient de à quel moment je pousse tel ou tel canal, tel ou tel partenaire pour mieux répondre à mes enjeux business parce que j'ai réussi à décrypter le parcours d'achat et les points importants au niveau du consommateur. Parce qu'en plus, les temps de mise en place ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que mettre en place une campagne SIA, ça se fait au moment de lancement de la campagne. Du Google Shopping, alors même s'il y a un sujet de qualité du catalogue produit, de qualité des présentations des produits, c'est un peu de la programmatique. Quand on parle de SEO, aucune agence SEO sérieuse vous dira travaille avec moi, demain tu es présent en premier résultat. Non, ça se travaille. Déjà, il y a un vrai boulot structurant qui n'est pas que éditorial, mais aussi technique. Il y a toute une stratégie à mettre en place qui prend du temps à déployer. Quand on parle de SEO indirect, pareil, c'est avec des partenaires. Donc en fonction de votre positionnement, en fonction de votre part de voix dans un territoire, selon votre avance, votre retard, est-ce que vous êtes leader sur le sujet ou est-ce que vous êtes challenger sur le sujet? Ce n'est pas les mêmes stratégies qu'on va mettre en place. Donc on va avoir un temps de déploiement qui sera différent. Si vous avez besoin d'augmenter cette part de voix, on va dire de manière un peu artificielle, le temps que le SEO se mette en place, le temps que les partenariats affiliations se mettent en place, vous allez pouvoir accélérer sur le SIA et Google Shopping dans un premier temps. Et puis après, une fois que le reste s'est déployé, peut-être moins investir en SIA, en Google Shopping. Mais en tout cas, c'est de bien voir la stratégie à mettre en place en fonction des univers, en fonction des produits et en fonction de où vous en êtes à l'instant T par rapport à ces différents emplacements. Donc ce qu'on a vu, c'est que le parcours peut être infini, le parcours d'information, le parcours de comparaison de l'internaute peut être infini. Et donc l'objectif pour la marque, c'est pas de chercher à être présent forcément à des endroits spécifiques parce que c'est incontrôlable, c'est d'être présent. On va essayer d'être présent au maximum, être vu dans ce parcours-là et avoir ces points de touche. Une marque ne peut pas, elle seule, piloter ça. Et donc elle va avoir besoin, bien évidemment, d'avoir une stratégie pour avoir cette présence-là, mais également d'avoir des partenaires, parce que comme on l'a vu avec Christophe il y a quelques secondes, elle ne pourra pas, à elle toute seule, être sur des points importants, être dans le voyage, et être dans le voyage en fonction des intentions de recherche qu'on ne peut pas forcément toujours maîtriser. Et donc l'idée, ça va être de jouer collectif, d'être à la fois une marque forte et consciente de ses forces, mais également une marque qui est capable de dire j'ai besoin de partenaires sur tel et tel point et de pouvoir avancer avec ces partenaires pour être plus fort sur les résultats globaux et sur la totalité de sa présence. Ok, il était important de prendre le temps de bien poser le contexte, à savoir un parcours d'achat complètement désordonné, le messy middle, sa modélisation à travers cette boucle décisionnelle où le consommateur passe de phases d'exploration à des phases d'évaluation, notamment sous l'impulsion de biais cognitifs. Nous savons également que Google est une des portes principales pour entrer dans cette boucle et que selon les intentions de recherche des internautes, ils vont être exposés à différentes formes de contenu. Alors Sébastien, il reste maintenant à déterminer comment mesurer la part de voix d'une marque dans une page de résultats. Dans le cadre de ce livre blanc, on a souhaité analyser donc une page de résultats, une SERP, et l'idée c'est de s'appuyer sur 5 indicateurs. 5 indicateurs qui vont permettre d'analyser la présence de la marque dans cette page de résultats. Le premier, c'est l'emplacement qui est au-dessus, classique, Google Shopping. Est-ce que la marque apparaît ou pas? Qui sont les concurrents qui apparaissent? Et l'idée, c'est de voir en proportion quelle est la part de voix dans cet emplacement-là. On a ensuite les emplacements SEA,
avec la même analyse. Derrière, on a la présence de la marque en SEO, et donc là, c'est quelles sont les marques présentes dans la SERP, donc les marques concurrentes et la part de présence. On a ensuite la présence dans des partenaires, donc là, c'est quels sont les partenaires et est-ce qu'au sein de ces partenaires, la marque est ou non citée, est-ce qu'elle est présente. Et puis, donc, on a une présence globale SEO qui va faire le mix entre la part de la présence de la marque elle-même et celle des partenaires. Et donc l'objectif, ça va être de s'appuyer sur ces différents emplacements, sur ces différentes possibilités d'être présent et de maximiser la présence au travers d'un travail avec les partenaires, avec le SEO, avec la marque, pour venir être présent à l'ensemble des points de contact possibles par l'internaute. Donc si on prend l'exemple qui se trouve dans le livre blanc sur l'analyse de la recherche meilleur vélo gravel et qu'on regarde les résultats qui apparaissent, on peut voir déjà qu'il y a, par rapport aux exemples de types de sites dont on a parlé juste avant, on peut voir différents types de sites qui apparaissent dans les résultats, des guides d'achat. Donc il n'y a pas que des sites e-commerce qui apparaissent, mais également des guides d'achat et des portails un peu thématisés qui sont présents. Si on fait l'analyse dans le cas de Alltrix en particulier sur cette page, c'est quoi les premières choses, par exemple Sébastien, qui te sortent sur les chiffres? On voit entre Google Shopping, SIA, le SEO direct par rapport aux concurrents et le SEO indirect, donc via les partenaires. Pour moi, il y a 2 points hyper intéressants, en tout cas qui méritent qu'on s'attarde un petit moment. Le premier, c'est le fait que Alltrix ne soit pas présent en SEA, ce qui est assez contre-intuitif, parce qu'on est sur une requête importante, on est sur normalement une présence SEA quasi obligatoire. Là, ils n'y sont pas, et en fait, ça marche très bien. Donc, c'est, à mon sens, une bonne analyse de comment orienter mon budget SEA de manière pertinente. Donc on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais pour moi ça c'est un vrai premier point. Le deuxième, c'est l'effet un peu démultiplicateur de la présence des partenaires. On voit qu'ils sont présents en SEO, mais leur présence en SEO est quelque part normale, mais elle devient exceptionnelle avec les partenaires. On a vraiment cet effet où ils sont incontournables dans la page, peu importe les résultats qu'on va aller chercher. Alors qu'en fait, tous les résultats sont là et en SEO, ils y sont qu'une fois. Ils arrivent à occuper tout l'espace de manière intelligente et donc cohérente pour l'internaute, la personne qui va aller chercher sa recherche. Et si on part du principe que dans cette boucle infinie, la personne va aller chercher des éléments de réassurance, on voit que tous les indicateurs vont converger vers ils sont complètement légitimes sur cette requête. Et donc, si je cherche à sortir de cette boucle infinie pour passer vers l'acte d'achat, potentiellement, je peux aller chez Alltrix très facilement parce que les éléments de confiance sont là. Donc en fait, on passe de la logique d'augmentation de la part de voix à optimisation de la part de voix, en se disant il y a des emplacements dont on a parlé juste avant, Google Shopping, SIA, SEO indirect. En fait, on n'est pas obligé d'être présent partout. À partir du moment où on a des bons résultats sur certains emplacements, pourquoi payer, et des fois payer très cher, certains emplacements qui au final ne vous apportent pas beaucoup de choses. À partir du moment où vous apparaissez beaucoup en SEO, ce qui est le cas de Alltrix dans l'exemple qu'on donne, directement ou indirectement, finalement l'emplacement SIA, d'ailleurs on voit, il n'y a même pas énormément d'acteurs qui sont présents au moment où on a fait la capture, parce que le SIA c'est un instant T, si vous regardez aujourd'hui il n'y aura pas forcément les mêmes résultats qu'au moment où on a fait la capture, mais en tout cas au moment où on a fait la capture, Alltrix a fait le choix, et donc dans cette logique justement de rentabilité, d'optimisation de cette part de voix, de se dire j'ai pas besoin d'être présent là et de payer cher le SIA parce que j'ai une couverture qui est suffisamment large sur les autres emplacements. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les recherches, mais en tout cas sur cette recherche-là, c'est un bon apprentissage de si je suis bien présent par le biais des partenaires. Donc les partenaires, ça se travaille, c'est comment recruter, comment aller les analyser, comment les rémunérer, parce que c'est de l'affiliation pour beaucoup de partenaires qui sont présents dans les résultats, mais donc ça se travaille aussi, c'est un coût, mais c'est un coût à la performance, et donc c'est comment bien couvrir et derrière pouvoir avoir les moyens, parce qu'en fait c'est un peu ça, c'est quand on en parlait en préparant le livre blanc et le webinar, se dire il faut choisir ses combats.
Et en fait, c'est ce côté choisir ses combats se fait par aussi se dire quels sont les endroits où je peux me permettre de moins mettre de budget parce que je suis suffisamment large à côté de ça. Donc c'est toujours cette logique de territoire de légitimité. Quels sont les territoires sur lesquels je dois aller? Quels sont les types de budget que je dois mettre? Et cet exemple-là de page nous permet de bien montrer les analyses. Et dans les axes SEO que vous pouvez avoir, soit avec Qualtrics, soit avec l'ensemble de vos clients, vous êtes aussi dans cette logique-là à chaque fois de se dire, OK, c'est quoi les territoires sur lesquels il va falloir que vous appuyiez plus fortement en sémantique, de façon à pouvoir se permettre d'optimiser les budgets par ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment de passer de cette dimension je travaille chaque canal à je prends conscience de la complémentarité des canaux et avec un budget d'investissement qui par essence est limité et des coûts d'acquisition qui augmentent sans cesse, comment je peux piloter au plus près l'efficacité de ces investissements. Et l'efficacité des investissements ne veut pas dire être présent partout, veut dire être présent de telle sorte que la complémentarité des présences permette de sortir de cette boucle infinie et de passer à l'acte d'achat. D'être présent déjà dans cette boucle et d'en sortir à un moment. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, ce pilotage au plus près en fonction des territoires de légitimité et en fonction de la présence actuelle de la marque va permettre de venir renforcer là où on est fort, venir être présent là où on ne l'est pas encore, mais surtout ne pas investir trop tôt au mauvais endroit, à des moments où on n'est pas encore tout à fait légitime et où en fait une dépense serait un mauvais investissement parce qu'il ne serait pas suffisant pour venir faire basculer vers un acte d'achat. Et donc c'est ce dosage qu'on doit avoir entre le travail canal par canal et cette complémentarité. Et c'est là où les échanges sont hyper intéressants avec les marques et où la compréhension fine de leur business actuel, leurs ambitions, leurs projets, donne du sens à une stratégie non pas figée dans l'actuel, mais en mouvement vers où ils veulent aller et comment on prépare ça. Ce que disait Christophe tout à l'heure, il y a un temps aussi, on n'appuie pas sur des boutons et ça marche tout de suite. Et donc, si on veut préparer demain, c'est comment, étape par étape, on monte vers les territoires de légitimité qu'on veut gagner, comment on renforce ceux sur lesquels on est déjà fort pour aller chercher de la surperformance, et comment on gère ça avec un budget limité, des ambitions qui sont parfois au-dessus du budget, et donc comment on fait au plus près de la réalité. Donc l'un des points importants, c'est qu'il faut faire travailler les canaux ensemble. Oui. C'est comment réussir à avoir une stratégie qui est commune sur les différents canaux, comment avoir une méthodologie d'analyse d'où ça en est. Donc là, on est parti sur cette analyse des résultats des moteurs de recherche, parce que c'est, comme on le disait, une vraie porte d'entrée de cette loupe du Messi Middle. Mais c'est comment on se donne une méthodologie. Donc ça commence par quels sont mes territoires, où j'en suis dans mes territoires. Donc là, on est parti sur le vélo dans le cas de Alltrix, mais ils ont également d'autres catégories de produits. Ce n'est pas forcément les mêmes stratégies qui sont mises en place. On pourrait prendre le cas d'autres marques qui n'ont pas forcément les mêmes, des univers produits différents, des types de cibles différentes, et de se dire où j'en suis. Est-ce que je suis leader sur certains? Il faut peut-être, comme tu le disais, le renforcer, parce que ne pas le renforcer, c'est laisser la possibilité qu'un concurrent vienne gratter des parts de marché. Quels sont les univers sur lesquels je suis un peu challenger? Quels sont les univers sur lesquels je ne suis pas du tout présent mais j'ai envie de m'y lancer? Ce n'est pas du tout les mêmes stratégies à mettre en place. Donc c'est de faire un peu une photographie des résultats de recherche et de se déployer, de mettre en place une strate déployée, mais commune à l'ensemble des leviers. C'est vraiment important de façon à ce que tous ensemble, on puisse amener ces résultats. Alors, vous parlez souvent l'un et l'autre de territoire de légitimité. Christophe, est-ce que tu peux nous préciser un peu cette notion et comment une marque peut se l'appliquer? Là, on a vu l'exemple d'Alltrix avec le cadre du vélo. Comme je disais juste avant, il y a le cadre du vélo et les différents univers produits d'Alltrix. Une marque, en fait, peut s'appliquer ça dans tous les cas. Si je prends le cas d'une entreprise, un e-commerçant en B2B, c'est quoi les territoires de légitimité? C'est quoi les territoires à couvrir dans l'accompagnement d'une entreprise? Donc ça peut être de se dire dans les bureaux, quelle est ma part de voix dans les bureaux, entre le mobilier, l'équipement informatique, l'équipement, les outils, les stylos et tout le matériel, c'est quoi ma part de voix? Et donc après de décortiquer
cette logique de part de voix pour être sûr de couvrir au maximum. Si on prend le cas de la puériculture, c'est la chambre d'enfant. Quelle est ma part de voix dans la chambre d'enfant? Si on prend le cas du prêt-à-porter, ça peut être le corps humain, de se dire entre les chaussures, le pantalon, la chemise, le t-shirt, le pull, et pour même aller à l'écharpe, le chapeau, la casquette et autres, c'est quoi la part de voix que j'ai sur l'habillement d'une personne? En fait, cette logique peut s'appliquer à tous les domaines. Les marques de cosmétiques analysent la part de voix dans la salle de bain, de se dire c'est quoi ma part de voix dans la salle de bain, entre le maquillage, entre les produits lavants, enfin tous les produits qui sont présents dans une salle de bain, comment je suis présent à l'intérieur. Donc en fait, cette logique d'analyse de territoire peut s'appliquer, mais vraiment à tous les univers. Et donc derrière, l'objectif, c'est de décortiquer un peu vos univers produits par rapport au territoire que vous voulez couvrir, et ensuite de pouvoir mettre en place cette stratégie dont on parle depuis tout à l'heure avec Sébastien, de stratégie d'augmentation/optimisation de part de voix. Ok, alors là, nous avons déjà évoqué pas mal de choses, c'est assez dense. Je précise aux auditeurs que s'ils sont un peu perdus, ils peuvent télécharger le livre blanc qui reprend tous ces points avec des schémas, des images et des études de cas sur les sites d'Efinity et de Foxglove. Sinon, Sébastien, je crois qu'il y a un autre aspect que tu veux aborder. Il y a aussi un point qui est important, qui est la présence sociale, qu'on évoquait peu avant au SEO, et on s'aperçoit maintenant que Google a vraiment mis en avant les réseaux sociaux dans ses pages de résultats. C'est également une présence qui est importante, qui est nouvelle, entre guillemets, et sur laquelle on peut s'appuyer. Ça veut dire que au-delà des partenaires, au-delà de vos choix d'investissement des différents canaux, il y a aussi une dimension de communauté, une dimension d'engagement de votre communauté, une dimension de présence sociale à travailler. Et donc c'est aussi un levier qui est dans l'air du temps, qui est important et qui sans doute risque de prendre aussi une part importante de visibilité dans les mois à venir. Oui, en complément, on peut le voir dans les résultats de recherche. En effet, certains influenceurs commencent à apparaître. Tu parlais de communauté, mais Reddit, les communautés Reddit apparaissent maintenant beaucoup dans les résultats de Google. Donc votre présence, on a parlé, c'est vrai que beaucoup des guides d'achat, des youtubeurs, de comptes Pinterest, de votre contenu, de contenu de médias ou de portails thématiques, mais votre présence aussi sur ces parts de voix d'augmentation de parts de voix se fait aussi par le biais des comptes sociaux, des communautés, donc que ce soit des comptes, il y a des résultats Twitter qui commencent à apparaître donc X qui commencent à apparaître sur Google, il y a des profils d'influenceurs créateurs qui commencent à apparaître dans les résultats Google, Reddit apparaît beaucoup dans les résultats Google aujourd'hui. Donc c'est comment travailler avec ces communautés, comment travailler avec ces créateurs qui touchent ces communautés et qui vont vous permettre de leur parler. Nous, on a commencé à mettre en place depuis pas mal d'années maintenant des campagnes avec les créateurs. Jusqu'à présent, c'était pas du tout dans cet angle d'augmentation de part de voix, c'était vraiment comment toucher les communautés. Là maintenant, depuis 6 mois, avec les modifications des algorithmes de Google, on commence à voir qu'il y a également un effet dans cette présence de résultats de recherche. Donc c'est un point en effet qui est important et qui est la grosse tendance de ces derniers mois de Google et des changements d'algorithmes de Google. Alors, il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est celui des moteurs conversationnels, donc les fameux moteurs IA, Perplexity, SearchGPT et autres. Avec une question qui, je pense, taraude l'esprit de tous nos auditeurs, est-ce que les analyses de part de voix que l'on vient de détailler s'appliquent également à ces moteurs? Christophe? On s'est amusé à faire les mêmes requêtes sur les moteurs en dehors des emplacements qui sont un peu différents parce qu'en effet il n'y a pas d'emplacement Google Shopping aujourd'hui, il n'y a pas d'emplacement SIA aujourd'hui. Par contre, il y a toujours ces logiques quand on fait des recherches un peu transactionnelles comme on a pu le faire, des résultats avec des liens vers des fiches produits, avec des liens vers des guides d'achat ou des portails thématiques, donc avec le contenu qui apparaît et des liens vers les sources. Donc en fait, on est toujours dans cette même logique de se dire comment je suis présent directement ou indirectement pour alimenter les moteurs d'intelligence artificielle pour apparaître dans le contenu
qui est envoyé et qui renvoie quand même vers des fiches produits. Si on prend le cas du meilleur vélo gravel, ça renvoie vers des fiches produits directement. Donc on est toujours dans cette même logique, donc c'est des choses qui vont évoluer parce qu'à date on ne peut pas encore vous dire quels sont les modificateurs de recherche qui seront utilisés demain par les internautes sur les moteurs d'intelligence artificielle. Mais si on applique les mêmes logiques de recherche actuelles sur les moteurs d'intelligence artificielle, on retrouve, alors ce n'est pas les mêmes sites qui apparaissent, mais par contre, c'est toujours la même logique de sites marchands qui peuvent apparaître en direct et de sources différentes, guides d'achat ou autres, qui peuvent apparaître avec leur contenu et les liens vers les sources. Donc, cette analyse n'est pas à mettre à la poubelle avec le lancement des nouveaux moteurs de recherche. En fait, ça s'applique également sur ces moteurs de recherche. C'est un élément qu'il faudra bien intégrer. On est dans un écosystème qui bouge énormément, qui est en mutation. Et cette mutation, elle est tirée par deux éléments. Elle est tirée bien sûr par l'innovation, de manière assez classique. Elle est aussi conditionnée par l'acceptation, le taux d'usage des internautes. Aujourd'hui, Google a une hégémonie sur la partie search avec son moteur de recherche. Les moteurs IA prennent de l'importance, mais sont aujourd'hui encore loin de ce que fait Google. Et Google a une avance technique dans sa manière de crawler les sites, d'aller chercher la base de données la plus complète qui existe aujourd'hui au monde sur tous les écosystèmes. Ce que les IA ont encore du mal à faire, c'est un vrai métier. Le métier de crawl, c'est un vrai métier technique et Google a une expérience de 20 ans là-dedans qui est, à mon sens, un certain avantage. On aura des changements d'usage qui ne se feront pas du jour au lendemain et donc il est important de travailler cette partie IA, d'en avoir conscience, mais on n'aura pas de rupture. On n'aura pas de saut où Google va s'arrêter du jour au lendemain. Google n'est pas mort et Google a largement les moyens de venir intégrer ces éléments d'IA dans son moteur. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour Google, c'est que ça perturbe énormément son modèle économique. Et c'est sans doute un des points les plus clés aujourd'hui dans sa volonté d'aller vite ou pas sur cet écosystème. Et après, on a un vrai sujet de finesse ou de confiance, je ne sais pas un peu quelle est la bonne terminologie, mais quand on prend l'exemple qu'on évoquait au début de ce webinaire de l'achat de la brosse à dents électrique avec une centaine de points de contact entre le moment où la personne se pose la question et le moment où elle va passer acte d'achat, avec les IA, en fait, on a quasiment une réponse instantanée à une problématique. Et la question, c'est est-ce que parce qu'on a la réponse, on va passer à l'acte d'achat ou pas forcément, parce qu'il y a aussi un élément de maturité de l'acheteur lui-même. C'est pas parce qu'il a la réponse qu'il va passer à l'acte d'achat, et sans doute en fonction de l'importance de cet achat pour lui, il aura besoin d'autres éléments de réassurance. Donc je pense que la solution sera sans doute que l'IA sera un élément du parcours, mais sans doute pas le seul. Et en tout cas, au départ, il sera pris avec sans doute, en tout cas pour une certaine part de la population, des pincettes en disant c'est une forme de vérité qui mérite peut-être d'être challengée en fonction de l'implication qu'on a dans l'acte d'achat. Si on achète quelque chose qui n'a pas d'importance ou quelque chose qui a beaucoup d'importance, ça c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est le niveau de détail auquel les IA peuvent aller. On s'aperçoit quand on fait des requêtes un peu précises que finalement les réponses de l'IA restent un peu en surface et sont moins précises que ce qu'on pourrait avoir dans Google. Et effectivement, le fait que Google soit capable de crawler, d'indexer des pages très profondes dans des sites, d'avoir des niveaux de détail extrêmement précis, fait qu'il a une richesse un peu supérieure dans ce qu'il peut apporter, en tout cas aujourd'hui. À mon sens, il est plus juste. Il est capable justement de conditionner ses intentions de recherche. Il est capable de conditionner le niveau de détail qui est important pour nous, plus de granularité. Et on a un vrai sujet aussi qui est historique pour Google et qui est un peu nouveau pour les IA, c'est celui de la légitimité. C'est-à-dire que Google a depuis très longtemps des systèmes de classement qui permettent de savoir quels sont les sites de confiance, quels sont les sites moins légitimes, entre guillemets, et donc va pousser à ses internautes des résultats de sites sur lesquels il a une vraie garantie
de cette confiance. L'IA a, pour l'instant en tout cas, met quasiment au même niveau toutes les sources d'informations. Et donc, on peut se retrouver avec des résultats qui sont jugés pertinents par une IA, alors qu'un connaisseur du secteur, en voyant les sources, pourrait complètement renvoyer ce résultat d'un revers de main en disant bah non, la moitié des sources ne sont pas crédibles. Et ce problème de fiabilité des sources, de crédibilité des sources, est à mon sens un vrai élément qui va fortement impacter le taux d'usage et l'acceptation des internautes, peut-être moins sur des générations jeunes qui effectivement ont peut-être moins l'habitude de regarder un peu d'où vient l'information, la qualité de cette information, etc. Mais sur des gens qui ont l'habitude d'utiliser les moteurs de recherche, l'habitude d'aller chercher de l'information, quelqu'un qui a 100 points de contact avant de passer à l'acte d'achat, je ne suis pas certain qu'il se décide sur une question, une réponse avec des sources plus ou moins fiables. Et donc, il y a vraiment une vraie dimension technologique indéniable et il y aura des transferts, c'est certain. Je ne pense pas que les transferts se fassent de manière rupture. Ça ne sera pas des ruptures. Et l'évolution des IA dans la granularité, dans la fiabilité des sources, dans la fiabilité de l'information fine, jouera à mon avis fortement sur l'acceptation et l'usage. Comme toute révolution, on est beaucoup dans du test. Et un test qui est positif va nous amener à utiliser de plus en plus ces moteurs conversationnels. Un test qui est déceptif va au contraire freiner les usages. Et pour l'instant, on voit bien, ça fait quelques années, 1 an et demi qu'on joue avec ces outils d'intelligence artificielle. Il y a parfois des grosses désillusions. Et donc, c'est aussi un point à mettre sur la courbe dans les évolutions à venir. Dans tous les cas, ça passe par la lecture de contenu. Cette lecture de contenu, elle se fait sur une diversité de sites. Donc, que ce soit votre site en tant que marque ou que ce soit les sites des partenaires, il faut que vous soyez présent au maximum parce que plus vous serez présent dans ces différents contenus, plus ça viendra alimenter les moteurs d'IA. Des logiques de légitimité, des logiques de filtre, chaque moteur d'IA va évoluer de manière différente, mais de toute manière, ça renforce toujours cette idée de votre présence n'est pas forcément uniquement pour être présent par le biais de liens, mais c'est par le biais d'évocation, par le biais du contenu. Et il faut que vous soyez cité, il faut que vous soyez nommé, il faut que vous soyez présent de façon à continuer à alimenter ces moteurs d'IA de la même manière qu'aujourd'hui ça alimente les résultats de Google. Ça viendra alimenter demain les résultats de source, les résultats de contenu qui sont proposés par les moteurs d'intelligence artificielle. Donc l'augmentation, l'optimisation de votre présence dans les résultats, dans la part de voix des résultats de recherche, tout type de moteur de recherche passe par les emplacements payants, mais passe également par votre contenu à vous pour le SEO et le contenu des partenaires. Donc vous appuyez sur les partenaires qui sont stratégiques et importants, non pas uniquement pour leur trafic, mais aussi sur ce qu'ils vous apportent en plus dans la présence, dans les résultats de recherche. C'est vraiment un combiné des deux. Donc c'est là où c'est important. Donc sur les résultats des moteurs actuels, les résultats des moteurs de demain, c'est toujours vrai à date. Donc cette méthodologie s'applique également. Bon, il est temps de terminer cet épisode de Parlons Performance. Je rappelle que le livre blanc intitulé Quel mix marketing pour augmenter votre part de voix dans les résultats de recherche est disponible sur les sites Definity et de Foxglove et que bien sûr Sébastien et Christophe sont à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations, d'analyses ou des études de territoire de légitimité de votre part de voix. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre écoute. Christophe, Sébastien, merci pour le partage de cette expertise. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous, ravi d'avoir passé ce moment avec vous.